présence. Je suis Fabien Schnellreis, directeur d'école à l'international. Ce 10e épisode, j'avais envie de l'aborder autrement. Depuis quelques semaines, je me rends compte que ce podcast, que j'ai construit avec envie et sincérité, a trouvé sa place dans ma vie, mais peut-être pas encore toute celle que j'imaginais. Il m'a offert un espace de parole, de recul, presque un espace de respiration, dans un métier où l'on court beaucoup, où l'on pense aux autres avant soi. Et en même temps, d'autres choses avancent. D'autres projets, plus personnels, plus intimes aussi, qui demandent de l'attention, du temps, de la présence, au sens le plus simple et le plus humain du terme. Alors pour marquer cette étape symbolique du 10e épisode, j'ai eu envie de répondre à vos questions. Pas pour dresser un bilan, pas pour clore quoi que ce soit, mais pour prendre le temps de dire ce que l'on ne dit pas toujours, ce que ce métier fait à une vie, ce qu'il apporte, ce qu'il bouscule, ce qu'il transforme. Allez, on commence. Première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie à l'origine de devenir directeur à l'international? Je me suis retrouvé directeur presque par hasard, à la sortie de ce qui était encore l'IUFM. Ma première affectation, un petit village à la frontière entre la Lorraine et l'Alsace, dans une école de 2 classes seulement. Nous étions 2 débutants, il fallait bien que l'un des deux prenne la direction. J'ai accepté, un peu sans savoir ce que cela impliquait, et je n'ai jamais regretté. C'était une école minuscule, avec son charme, ses contraintes, et surtout cette proximité incroyable entre les élèves, les familles et les enseignants. C'est là que j'ai compris que la direction, même à toute petite échelle, ce n'était pas un titre administratif, mais un rôle humain. Être directeur, c'est donner du cadre, bien sûr, mais surtout du sens. C'est veiller à ce que tout le monde avance dans la même direction, dans la confiance. Ensuite, j'ai eu la chance d'évoluer, d'abord à Bordeaux, puis en Guadeloupe. Ces expériences m'ont beaucoup appris, la diversité des contextes, la richesse des approches, et cette idée que chaque école a son identité propre. Et puis, la Guadeloupe a été un tournant. Je me suis rendu compte que ce goût de la découverte, du changement, faisait partie de moi depuis longtemps. Mes parents m'avaient transmis très tôt cette curiosité pour le monde, voyager, comprendre d'autres cultures, ça a toujours été un moteur. Alors après la France métropolitaine et un territoire ultramarin, la suite logique, presque naturelle, c'était l'international. J'ai postulé, plusieurs fois, sans succès au début. 2 ans d'attente, de lettres de motivation, d'entretien qui n'aboutissaient pas. Et puis la 3e année, le déclic. Une porte s'est ouverte à Khartoum, au Soudan. J'y suis parti, sans trop savoir à quoi m'attendre, mais avec cette envie intacte d'apprendre, de me confronter à d'autres réalités, d'élargir encore le regard que je portais sur l'école. Avec le recul, je me dis que rien de tout cela n'était planifié, mais tout faisait sens. Chaque étape m'a préparé à la suivante, la petite école du village, les équipes plus nombreuses, la Guadeloupe, puis l'aventure à l'étranger. Devenir directeur à l'international, pour moi, c'était une continuité logique, la même envie de transmettre, mais dans un cadre élargi, au contact du monde. Deuxième question. Quelle a été la plus grande différence entre ta première direction en France et ta première à l'étranger? La plus grande différence, c'est vraiment la dimension du métier. Quand on devient directeur à l'international, on change d'échelle. On reste bien sûr un pédagogue, c'est la base de tout, mais on devient aussi un véritable manager, un coordinateur, un représentant. Les responsabilités s'élargissent considérablement, pédagogiques, humaines, mais aussi financières et institutionnelles. En France, la direction reste très liée à la classe. On garde une partie d'enseignement, on connaît chaque élève, chaque famille, et les décisions se prennent souvent à petite échelle. À l'étranger, on découvre tout un autre monde. On dirige des équipes beaucoup plus nombreuses, souvent composées de profils très variés, enseignants titulaires venus de France, recrutés locaux, professeurs de langue, personnel administratif et technique. C'est une richesse énorme, mais cela demande aussi une vigilance et une écoute constante. On se retrouve à travailler avec des personnes de tous horizons. Des expatriés, bien sûr, mais aussi des enseignants et des familles du pays d'accueil, des diplomates, des représentants d'ambassade, parfois des entreprises partenaires, et bien sûr des parents venus d'autres systèmes éducatifs avec leurs références, leurs attentes, leurs habitudes. Le directeur devient un point de jonction entre tous ces univers. Et puis, il y a cette dimension financière, souvent méconnue avant de partir. En France, on gère un budget de fonctionnement très encadré. À l'étranger, on découvre que les choix budgétaires font partie du quotidien. On élabore, on suit, on arbitre, on rend compte. Chaque décision a un impact concret sur la vie de l'école. Un recrutement, un aménagement, une dépense supplémentaire, tout doit être mesuré. C'est une responsabilité nouvelle, parfois lourde, mais passionnante. Enfin, il y a la représentation. À l'étranger,
Le directeur n'est pas seulement un acteur de l'école, il en devient le visage. Il représente l'enseignement français auprès des autorités locales, des familles, du réseau et parfois même des médias. C'est une exposition différente qui demande de trouver le bon ton, celui du dialogue et de la diplomatie. Cette différence, je l'ai ressentie dès les premiers jours à Khartoum. On n'est plus seulement un pédagogue qui coordonne, on devient un véritable chef d'établissement au sens plein du terme. Et cette responsabilité, loin d'être un poids, m'est apparue comme une chance, celle de pouvoir agir à plusieurs niveaux, d'avoir une vision d'ensemble et de construire avec les équipes un projet cohérent et vivant. Troisième question, comment fais-tu pour maintenir la motivation des équipes tout au long de l'année? Une année scolaire normale, déjà en France, c'est dense. Et contrairement à certaines idées reçues, les enseignants ne s'arrêtent pas aux 24 heures de classe hebdomadaire. Il y a la préparation, les corrections, les réunions, les projets, les échanges avec les familles. C'est un métier exigeant qui mobilise la tête, le cœur et beaucoup d'énergie. À l'étranger, cette densité est encore plus marquée. Les horaires sont souvent différents. La journée commence plus tôt, parfois dès 7h30, pour s'adapter à la chaleur ou aux rythmes locaux. Les calendriers aussi. Ils tiennent compte des fêtes religieuses, des saisons ou des spécificités du pays d'accueil. Et la plupart du temps, les écoles françaises à l'étranger font partie d'un groupe scolaire avec collège et lycée. Cela crée une vie collective plus intense, rythmée par des événements communs, des journées sportives, semaines culturelles, actions de solidarité, visites officielles. C'est stimulant, mais aussi plus fatigant. Dans ce contexte, il faut trouver des leviers de respiration. Au Soudan, à Dubaï ou à Abidjan, par exemple, les enfants travaillent en journée continue. Ils ont 2 récréations, dont une plus longue, consacrée au déjeuner, ou à un goûter plus complet. Cela change tout. Les cours se terminent souvent en début d'après-midi et cela ouvre un autre espace de travail. Les après-midi sont alors disponibles pour les activités extrascolaires, les réunions de cycle ou le travail personnel des enseignants. Ce modèle, qui surprend parfois les collègues venant de France, est en réalité un vrai levier de motivation. Il permet de mieux équilibrer les temps professionnels et personnels. Les enseignants savent qu'ils peuvent, si besoin, prendre leur après-midi, entre guillemets, pour préparer, se reposer ou tout simplement souffler. Cette souplesse contribue beaucoup au bien-être et à la durabilité de l'engagement. Mais au-delà de l'organisation, la motivation repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la reconnaissance. Dire merci, valoriser un projet, saluer une initiative. Le second, c'est le sens. Comprendre pourquoi on fait les choses. Et voir que chaque décision s'inscrit dans un projet collectif. Et le troisième, c'est la convivialité. Partager un café, un repas, un moment d'humour entre collègues. Cela paraît anodin, mais c'est ce qui soude une équipe. Une école qui sait rire ensemble, qui sait relâcher la pression sans se désunir, c'est une école qui reste solide toute l'année. Finalement, maintenir la motivation, ce n'est pas multiplier les discours, c'est cultiver des conditions de travail justes, humaines et lisibles, où chacun se sent utile, reconnu et capable de respirer un peu quand c'est nécessaire. Question 4. Que fais-tu lorsqu'un enseignant ne s'intègre pas dans la dynamique collective? La réponse dépend beaucoup du contexte, et surtout du pays où on exerce. En France, le fonctionnement est simple. Les enseignants arrivent dans une école en fonction de leur barème, de leur lieu de résidence, de leur choix. Le directeur, lui, ne choisit personne. Il accueille l'équipe telle qu'elle arrive, avec ses forces, ses fragilités, et il fait au mieux pour créer une dynamique commune. À l'étranger, c'est tout autre chose. Le directeur recrute. C'est lui qui sélectionne les candidats, qui lit les dossiers, qui mène les entretiens, qui évalue les besoins de l'école et l'équilibre de l'équipe en place. Et très vite, on apprend une vérité simple. On préfère toujours un enseignant peut-être débutant, mais qui va s'intégrer dans l'équipe, plutôt qu'un enseignant très compétent, mais incapable de fonctionner avec les autres. La qualité pédagogique compte, bien sûr, mais la capacité à rejoindre un collectif, elle, compte autant, parfois davantage. Malgré tout, il peut arriver qu'un enseignant ne s'intègre pas dans la dynamique. Il y a plusieurs cas de figure. Le premier, assez fréquent, c'est le décalage culturel ou professionnel. Certains collègues découvrent en arrivant ce qu'est réellement une école française à l'étranger. Le volume de travail, l'intensité des projets, la place du collectif, l'exigence du réseau, l'importance des relations avec les familles. Et parfois, ils réalisent que ce n'est pas ce qu'ils imaginaient. Dans ces cas-là, très souvent, les choses se résolvent d'elles-mêmes. La personne ne reste pas et demande un autre poste l'année suivante. Le deuxième cas, plus délicat, c'est la personnalité qui prend trop de place. Cela arrive peu, parce que la plupart du temps, on le repère dès l'entretien, mais cela arrive. Un enseignant qui pense savoir mieux que tout le monde, qui veut imposer son propre leadership, qui n'écoute pas, qui critique systématiquement.
Ce type de profil peut détruire en quelques semaines une cohésion d'équipe construite pendant des années. Et là, le rôle du directeur est clair, recadrer. D'abord calmement, puis plus fermement si nécessaire, pour protéger le collectif. Le directeur n'est pas là pour arbitrer des égos, il est là pour garantir que l'école fonctionne. Je me souviens de plusieurs entretiens à Abidjan où sur le papier les candidats étaient excellents, parcours, références, compétences. Mais dès les premières minutes, il y avait un décalage. Certitude trop forte, peu d'écoute, volonté affichée de réformer avant même de connaître l'équipe. Et dans ces cas-là, j'ai préféré passer mon tour. Parce que préserver un collectif qui fonctionne bien, c'est une priorité absolue. Et puis, il y a l'autre situation, qu'il faut aussi reconnaître. Celle où ce n'est pas l'enseignant qui ne s'intègre pas, mais l'équipe qui ne l'intègre pas. Parce qu'il arrive d'avoir des équipes très soudées, très stables, qui ont leurs habitudes, leurs codes implicites, et où le nouveau venu peine à trouver sa place. Dans ces cas-là, le rôle du directeur est différent. Il s'agit d'accompagner, de comprendre d'où vient la difficulté, de favoriser les projets communs, parfois de réorganiser la manière dont on prépare la classe ensemble. Mais malgré tous les efforts, il arrive que l'intégration ne se fasse pas. Et là encore, souvent, la personne préfère partir d'elle-même à la fin de l'année. Au fond, tout revient à une chose, protéger le collectif, mais sans oublier l'individu. Aider quand c'est possible, recadrer quand c'est nécessaire, accompagner les départs quand ils deviennent inévitables. C'est une partie du métier dont on ne parle pas beaucoup, mais elle est essentielle pour maintenir une école stable, humaine et cohérente. Cinquième question, quelle est la décision la plus difficile que doit parfois prendre un directeur? Quand on passe de la France à l'international, on ne change pas seulement de pays, on change de métier. On ne reste plus simplement directeur d'école, on devient chef d'établissement ou adjoint du proviseur quand il y en a un, mais dans tous les cas avec des responsabilités nettement élargies par rapport à ce qu'on connaît en France. Alors, quelle est la décision la plus difficile? Je crois qu'il y a trois grandes catégories et aucune n'est évidente. Premièrement, les décisions de recrutement, choisir et parfois renoncer. En France, la question du recrutement ne se pose pas, les enseignants arrivent selon leur barème ou leur choix de résidence. À l'étranger, le directeur devient le premier niveau de sélection. Il lit les dossiers, mène les entretiens, identifie les besoins de l'école, mais aussi l'équilibre de l'équipe déjà en place. Le DAF et le proviseur réalisent très souvent un deuxième entretien, ce qui permet d'affiner, de confronter les perceptions et de sécuriser la décision finale. Mais l'impulsion, la première intuition, vient du directeur du primaire. Dire oui, c'est un engagement. Dire non, parfois, c'est encore plus. Refuser un candidat solide techniquement mais qui risque de déstabiliser une équipe est une décision difficile mais essentielle. À Abidjan, il m'est arrivé d'écarter des candidats brillants sur le papier dont la posture ou les interactions en entretien révélaient un problème de compatibilité avec la culture de l'école. Préserver l'existant qui fonctionne bien, c'est parfois le choix le plus responsable. Deuxièmement, les décisions de recadrage ou de rupture. Recadrer, comme partout, fait partie du métier. Mais à l'étranger, il y a des décisions plus lourdes. Licenciement ou non-renouvellement de contrat. C'est humainement très difficile. Souvent, la personne a quitté un emploi, un pays, parfois sa famille élargie pour venir travailler dans l'école. On sait que cette décision aura des conséquences concrètes sur sa vie personnelle. Et pourtant, certaines situations l'exigent. Un comportement toxique, une posture ingérable, une incapacité à travailler avec l'équipe, ce sont des éléments qui peuvent fragiliser toute une structure. Le directeur doit alors agir pour protéger l'école, ses élèves et ses équipes. C'est une responsabilité lourde, mais indispensable pour préserver l'équilibre collectif. Troisièmement, les décisions face aux familles, ce sont les plus redoutables. La décision la plus difficile émotionnellement est souvent liée aux familles. Annoncer qu'un enfant ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans l'école. En France, ce cas est presque inexistant. Les directeurs ne gèrent pas les inscriptions. À l'étranger, si. Nous gérons les entrées et les réinscriptions, qui ne sont plus automatiques du tout. Raisons pédagogiques, disciplinaires ou financières. Quand malgré tous les dispositifs mis en place, l'école n'est plus en capacité d'accompagner un élève, il faut rendre l'enfant à sa famille. C'est une décision extrêmement lourde, surtout lorsqu'il n'existe pas d'autre école française dans la ville. Je me souviens très clairement d'un cas, un enfant de diplomate que l'on m'avait imposé malgré mes réticences. Toute l'année, nous avons tenté l'accompagnement, les soutiens, les dispositifs, mais l'élève n'est jamais entré dans la langue française ni dans les apprentissages. La décision logique, responsable, a été de le rendre à sa famille. Difficile, bien sûr, mais nécessaire, et jamais contestée ensuite. À l'international, la décision la plus difficile, c'est souvent celle qui te rappelle que tu es le dernier maillon de la chaîne. Il n'y a pas d'inspection immédiate pour valider, pas de mairie pour arbitrer, pas de service administratif pour absorber le choc, tu décides,
Et tu assumes. Mais paradoxalement, c'est aussi ce qui donne au métier sa profondeur. Ce sont ces décisions-là qui construisent la cohérence d'une école, qui protègent le collectif et qui installent durablement la confiance, à condition bien sûr de les prendre avec constance, respect et humanité. Question 6. Comment gardes-tu ton équilibre personnel dans un métier aussi prenant? Je vais être très honnête, c'est une des questions les plus difficiles. Et c'est un sujet dont on parle trop peu, alors qu'il est absolument central. Je connais des collègues dont la famille a littéralement explosé en cours d'expatriation. Pas parce qu'ils étaient de mauvais professionnels, mais parce que le projet n'avait pas été réfléchi en amont, ou parce que la vie de famille a été sacrifiée au profit du travail. À l'étranger, si l'on n'anticipe pas, si l'on ne protège pas ce qui compte, la famille ne tient pas. La première clé, c'est de comprendre ce qu'est réellement le métier avant de partir. En France, la direction s'exerce dans un cadre horaire assez classique. Les journées débutent et se terminent à des horaires relativement prévisibles, et même si le travail ne manque pas, il reste contenu dans un rythme scolaire familier. À l'international, ce n'est pas du tout la même réalité. On peut travailler très facilement 60 heures par semaine, parfois davantage lors des périodes intenses. On commence tôt, on finit tard, on reprend avant les enseignants, on termine après eux. Il y a des permanences pendant les vacances, des urgences imprévisibles et parfois une disponibilité attendue qui ne laisse que très peu de marge. Alors il faut s'organiser, vraiment, pas en théorie, mais dans le concret, pour préserver sa famille. C'est indispensable. Et pourtant, même en le sachant, ce n'est jamais simple. Par exemple, je m'impose de ne jamais ramener du travail à la maison. Jamais. Si je ne mets pas une limite, le métier prend toute la place et ma famille a bien raison de s'en plaindre. Fermer l'ordinateur en quittant l'école est un geste simple en apparence, mais vital pour l'équilibre. J'aime aussi arriver tôt le matin. La classe commence à 7h30, j'arrive vers 6h45. C'est mon moment calme avant l'effervescence de la journée. Et c'est surtout un moment privilégié avec ma fille aînée que j'amène ensuite dans sa classe de petite section. Elle adore venir à l'école avec son papa. C'est un instant qui nous appartient, une bulle qui fait du bien à tous les deux. Mais malgré tout, il y a les journées de 12 heures, la fatigue accumulée, les embouteillages interminables. Et on rentre à la maison épuisé, alors que les enfants, eux, n'attendent que ça, jouer, parler, être avec nous. Ils attendent l'histoire du soir, ils attendent qu'on soit présent, vraiment présent. Ce décalage-là est difficile à gérer. On voudrait tout donner, mais il faut accepter que l'énergie n'est pas infinie. Pour moi, les week-ends sont sacrés. Même de petites sorties, un temps dehors, un moment partagé, ça permet de retisser le lien que la semaine étire et fragilise. Et les congés doivent être des congés en famille, pas des temps où l'on continue à travailler à moitié. Et puis, il y a un autre élément, plus surprenant, qui m'aide beaucoup, les séminaires. Ces déplacements professionnels de quelques jours sont souvent vus comme des contraintes. C'est vrai, c'est dur pour la famille. Mais c'est aussi un souffle pour soi. On sort du cadre, on change d'environnement. On travaille certes, mais avec beaucoup moins de pression immédiate. On retrouve un peu d'air. Et aujourd'hui, grâce à la visioconférence, on peut appeler sa famille n'importe quand. C'est un soutien immense. Trouver l'équilibre n'est pas un état fixe. C'est une vigilance quotidienne, un arbitrage permanent. Mais si l'on veut que la famille survive à l'expatriation et qu'elle s'en enrichisse, il faut accepter que tout ne peut pas reposer sur le travail. Le métier de directeur prend beaucoup, mais il ne doit jamais tout prendre. Question 7. Quel pays ou quel poste t'a le plus marqué et pourquoi? C'est une question très difficile, presque impossible à trancher. Chaque pays où j'ai exercé, chaque poste a laissé une empreinte différente sur ma carrière, mais aussi sur ma vie personnelle. Si je regarde chronologiquement, je vois surtout un fil, celui d'une progression, de découvertes successives, de remises en question permanentes. Tout commence en France hexagonale, dans ma Lorraine natale, où j'ai appris les deux métiers qui constituent encore aujourd'hui mon identité professionnelle, celui d'enseignant et celui de directeur. Puis il y a eu Bordeaux, la ville où j'ai exercé le plus longtemps. C'est là que j'ai vécu une expérience fondatrice, l'ouverture d'une école. J'avais 27 ans, 2 années de direction derrière moi, 3 ans d'enseignement et une responsabilité immense. Piloter l'ouverture d'un établissement qui démarrait avec 8 classes et qui a rapidement grandi à 12. À cet âge-là, confronter sa vision pédagogique à l'échelle d'une école entière, assumer les orientations, structurer une équipe, cela marque une carrière. Bordeaux a sans doute été l'un des socles les plus déterminants de la suite. Ensuite, il y a eu la Guadeloupe. 3 communes différentes, mais une identité commune. Cette culture caribéenne forte, vivante, parfois déroutante. Un petit bout de France, mais avec des spécificités très affirmées, auxquelles je devais m'adapter en tant qu'invité. J'y ai traversé la grande crise politique de 2009,
avec des semaines de grève qui ont profondément marqué les écoles et les esprits. C'est probablement durant cette période que l'idée de m'expatrier a commencé à s'installer en moi. Puis est arrivé le Soudan, en 2013. Une petite école, homologuée pour le primaire, CNED pour le secondaire. Ma première véritable expérience de chef d'établissement. Et un contexte de vie difficile. Embargo, manque matériel, chaleur accablante, mais un climat humain exceptionnel. C'est une école familiale. Je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait. C'est là que j'ai pris mes premiers choix stratégiques. Ouverture du lycée, déménagement de l'école, premier recrutement, première décision budgétaire. Cette étape-là a sans aucun doute lancé ma carrière internationale. Après le Soudan, il y a eu le Rwanda. Une mission claire, obtenir l'homologation du primaire. Un établissement de 500 élèves, un secondaire en CNED, et surtout une responsabilité totale sur le pilotage. C'était un challenge exigeant, mais passionnant. Déployer de nouveaux outils, accompagner l'ensemble des personnels dans leur développement professionnel. Cette expérience a profondément structuré mon approche du pilotage. Puis est venu Dubaï, dans un contexte très différent. Ici, les conditions de travail étaient plus confortables, les équipes nombreuses, les attentes très élevées. La crise du Covid-19 y a été un tournant. Elle m'a obligé à repenser mes certitudes pédagogiques, à ajuster mes méthodes de pilotage, à accompagner une école entière dans un moment d'incertitude permanente. Une remise en question salutaire. Ensuite, j'ai rejoint le Vietnam, une expérience courte, mais très marquante. C'était la première fois que je me retrouvais avec autant d'enseignants titulaires sous ma responsabilité. Le défi était réel, parfois difficile, mais nous avons réussi ensemble à trouver un chemin commun. Une expérience de direction à la fois intense et formatrice. Et puis, il y a Abidjan. Un très bel établissement, une communauté scolaire riche, un contexte passionnant, accompagné à mon échelle la mise en œuvre du plan MLF 2030. C'est évidemment un défi structurant pour mon fonctionnement et pour ma vision du pilotage. C'est aussi d'une certaine manière l'aboutissement d'un parcours commencé il y a longtemps, dans une petite école de Lorraine. Alors, quel pays m'a le plus marqué? Je n'ai pas de réponse. Parce que chaque étape a été une découverte, un apprentissage, un élargissement de mon regard. Chaque poste m'a transformé professionnellement et humainement. Et si je devais retenir une seule constante, ce serait celle-ci. À chaque fois, j'ai eu le sentiment de progresser, de me remettre en question et surtout d'être utile. Question 8. Et si c'était à refaire, repartirais-tu à l'étranger? Si je réponds très simplement oui, et même oui sans aucune hésitation. Sur le plan personnel d'abord. Mes parents m'avaient transmis très tôt le goût du voyage, de la découverte, du dépaysement. Partir à l'étranger n'a jamais été une rupture pour moi, mais une continuité naturelle. J'ai pu poursuivre cette envie et même en vivre. Et surtout, à l'étranger, j'ai rencontré des personnes remarquables. Je ne citerai personne parce que j'en oublierai forcément, mais chacune de ces rencontres m'a apporté quelque chose. Un soutien, une aide précieuse, une question juste au bon moment, une manière de me faire réfléchir ou d'avancer. Ces personnes-là m'ont accompagné dans la construction de l'être humain que je suis aujourd'hui. Et puis, il y a l'aspect le plus intime. C'est à l'étranger que j'ai rencontré ma femme. C'est à l'étranger que je suis devenu 2 fois papa. Et parfois, je me dis, qui sait ce qui serait arrivé si j'étais resté en France? La vie aurait pris un autre chemin, forcément. Mais celui-ci, avec ses hauts, ses bas, ses remises en question, ses découvertes, je ne les changerai pour rien. Sur le plan professionnel, la réponse est encore plus évidente. Je ne me suis jamais comparé à ces enseignants qui font toute leur carrière dans une seule école, sur un seul niveau, parfois dans la même ville, pendant 30 ans. C'est un choix respectable, mais ce n'est pas le mien. Je me serais vite lassé. J'ai toujours eu besoin de changer, d'apprendre, de me remettre en question, de progresser, et de ce point de vue-là, j'ai été servi. Chaque pays, chaque poste m'a ouvert un nouveau chapitre, une nouvelle manière d'exercer, une nouvelle façon de penser le métier. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai corrigé mes erreurs, j'ai parfois dû me réinventer, et tout cela n'aurait pas été possible en restant dans un cadre inchangé. Alors oui, si c'était à refaire, je repartirais. Pas pour fuir quelque chose, mais pour retrouver ce que l'international m'a toujours offert, un horizon qui bouge, des questions nouvelles, et cette sensation que dans ce métier, on ne cesse jamais de devenir. Merci d'avoir écouté ce 10e épisode. Je ne sais pas encore exactement quelle forme prendra la suite de présence. Peut-être que je continuerai, peut-être que je ferai une pause, peut-être que je reviendrai plus tard autrement. Je crois que je n'ai pas besoin de trancher aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que ce podcast m'a permis de poser des mots sur un métier qui ne laisse pas beaucoup d'espace pour soi. Il m'a permis de prendre du recul, de revisiter des souvenirs, de reconnaître aussi tout ce que ces années à l'étranger m'ont offert, des rencontres, des défis, des moments difficiles et beaucoup de moments heureux. Et puis, il y a cette autre réalité. La vie ne se résume jamais à un seul projet. Il y a les chemins professionnels,
Et il y a les chemins plus intimes, ceux qu'on n'expose pas mais qui comptent tout autant. Aujourd'hui, j'ai besoin de laisser un peu de place à ces chemins-là, d'avancer, de créer autrement, peut-être de manière plus silencieuse, plus discrète. Merci pour votre écoute, vos messages, votre bienveillance. Merci d'avoir accompagné ces 10 premiers épisodes. Et quoi qu'il arrive, je continuerai à porter avec moi cette conviction que dans ce métier, comme dans la vie, la présence, la vraie, fait toute la différence. À bientôt, peut-être autrement, peut-être ailleurs.